Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au PVBrind 2. Aujourd'hui, on va s'intéresser comment installer toute la partie logicielle en local sur votre Raspberry 4 par exemple ou tout autre déploiement Home Assistant. Pour cela, vous devez aller sur la page du Git où est hébergé le code du PVBrind 2 ici et ou lien en description. Et puis vous allez cliquer sur code, voilà, et la dernière proposition .zip. Une fois fait, selon votre navigateur, vous allez aller dans téléchargement, récupérer le zip, ce qui sera fait ici, voilà. Et moi, ce que je vous conseille, si vous avez un logiciel pour dézipper type 7-zip, vous cliquez bouton droit, voilà, bouton droit, et donc il va vous mettre, et vous l'ouvrez avec 7-zip, alors afficher plus d'options, et je vais l'avoir avec 7-zip, ouvrir l'archive. Une fois que c'est fait, vous rentrez dedans, dans le zip, et vous avez à peu près les fichiers à récupérer. Dans un premier temps, vous devez récupérer tout le dossier PVBrind 2, mais également le code YAML PVBrind 2, et si ce n'est pas déjà fait dans votre ESP-Home, également le fichier secrets.yam. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs de ces fichiers en laissant appuyer sur la touche CTRL, vous voyez ici, et potentiellement secrets.yam. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez naviguer sur votre Home Assistant. Par exemple, avec Samba, il devrait être accessible depuis votre voisinage réseau en tapant /// l'adresse IP locale de votre Home Assistant. Vous devriez arriver à cet endroit-là. Et puis, vous allez aller dans Config. À l'intérieur de celui-ci, vous devrez retrouver tout ce qui est en lien avec ESP-Home, qui est ici. Voilà. Et c'est à cet endroit-là que vous allez jeter, vous faites un drag and drop, voilà, donc vous cliquez et vous laissez appuyer et vous jetez ici dans le répertoire ESP-Home de votre Home Assistant. Voilà. Donc une fois que c'est fait, alors il va falloir un peu configurer des choses et on va aller dans Home Assistant et notamment dans la partie ESP-Home. Donc moi je compile le fichier pvbrind2.yam avec la dernière version de la dev. Donc vous ouvrez votre ESP-Home et normalement vous devrez voir apparaître le fichier pvbrind2.yam. Vous l'éditez et c'est à partir de là que je vais vous expliquer pas mal de choses. Donc avant même de commencer, vous avez en haut à droite un bouton qui s'appelle Secrets. Vous cliquez dessus et si vous avez bien mis votre fichier secrets.yam, dedans vous devrez apparaître les trois champs qui sont SSID, le password de votre Wi-Fi et puis AP password. Vous devez absolument les renseigner, d'accord? Très important. Je vous renvoie également sur la première vidéo. Une fois que c'est fait et vous enregistrez, on peut basculer maintenant sur l'explication du fichier PVBrind 2, ici qui devra apparaître. Vous cliquez sur le bouton Edit. Donc de là, vous avez pas mal de choses. Et donc notamment le nom du projet, ça veut dire que tout ici dans la variable name, toutes les entités vont commencer par ce que vous mettez dans name. Ici, ça veut dire que toutes les entités du PVBrind 2 dans Home Assistant vont commencer par PVBrind 2. Si vous voulez autre chose, vous changez ici. Là, vous avez la définition des ports série. Vous avez les 3 ports série physiques de l'ESPS3 et puis au travers des cartes WK2168, vous savez qu'il y a un minimum de 8 nouveaux ports série qui sont définis, qui sont intitulés de UART 0 jusqu'à UART 7. D'accord ? Voilà, et à partir de là, vous allez devoir potentiellement leur associer ce qu'on appelle un baud rate, selon que, par exemple, le port série 0 soit associé avec un appareil qui fonctionne ici à 2400 bauds. Par exemple, l'UART 1, il est associé à un appareil qui fonctionne plutôt à 9600 bauds, et ainsi de suite. Voilà, donc si en plus des 8 premiers ports série des deux cartes W2168, vous ajoutez également la carte add-on pour en rajouter 4 nouveaux ports, et du coup, votre numérotation des ports série va aller s'étendre jusqu'à 11 pour ces 12 premiers. Voilà. Et à chaque fois, toujours pareil, vous définissez la vitesse de transmission associée. Alors, quand on continue, vous avez la variable ESP-Home, et là, normalement, vous y touchez pas. La seule chose que vous allez voir, c'est que vous voyez qu'il vous faut une version minimum d'ESP-Home. Le cas présent, ça sera plutôt les dernières versions en 6.4 ici. Donc c'est même ici 6.4, ce qu'on demande comme version minimum. Voilà. Donc ça sera sur le guide dans toute la leçon.
vous avez un champ ESP32. Donc là, ça vous dit comment compiler le code. Et normalement, vous ne devez pas y toucher. Tout ce que vous devez comprendre, c'est que c'est compilé par défaut en ESP-IDF pour maximiser les performances du code. Et puis en dessous, vous avez des options de compilation qui permettent d'optimiser les échanges mémoire entre les 540 kg de l'ESP-S3 et sa PS RAM afin évidemment d'optimiser également les performances. Donc vous avez des options par défaut, je vous conseille de les laisser. Si vous voulez améliorer, vous pouvez un peu les modifier ici, mais c'est réservé aux experts. Le SPS3 en général possède de la PS RAM, donc il vous faudra ce module-là avec la vitesse de cadence de cette PS RAM. Vous avez toujours le logger en pod rate 0 pour économiser un UART physique, pour en avoir les 3 et pas que 2 sur 3. Très important, API, vous le savez que dès que vous avez la présence du mot-clé API, ça veut dire que toutes les entités sont automatiquement transmises dans Home Assistant. Il n'y a pas besoin de faire du MQTT, l'API d'ISP Home est native à Home Assistant. Et puis voilà, vous avez un OTA, ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour flasher le code une fois qu'il a été flashé une seule fois avec un câble USB. À partir de la deuxième fois et ainsi de suite, vous n'avez plus besoin de câble USB data pour pouvoir flasher le nouveau code. Tout se fait over the air pour OTA. La nouveauté, vous voyez, c'est qu'on s'est conformé aux nouvelles façons de définir l'OTA. Voilà, après vous avez la partie Wi-Fi, et comme je vous ai dit tout à l'heure, très important, il faut qu'absolument dans votre fichier secrets.yam, la variable Wi-Fi SSID soit définie avec le nom de votre box internet en Wi-Fi, et pareil, le Wi-Fi underscore password doit être défini avec le mot de passe de votre box internet. Et il va vous falloir également définir AP, vous voyez ici le AP password également, en cas où vous avez une perte de votre box internet et qu'il tourne en mode individuel. Allez, la philosophie générale du code du PVBrain2 va démarrer maintenant au travers des fonctionnalités qualifiées de package. Donc du coup, l'idée c'est de définir l'ensemble des appareils que vous voulez utiliser avec le PVBrain2 au travers de package. Ça vous simplifie énormément la configuration. Alors, premier package et qui sera obligatoire, donc vous n'allez pas y toucher, c'est ce qu'on appelle le package base, device base, donc il sera toujours à utiliser. Voilà, donc y mettre et il va falloir qu'il ne soit pas commenté. Alors, pour la suite, va concerner la partie Modbus, d'accord? Donc, si vous avez des appareils, pourquoi pas un inverseur, un onduleur qui fonctionne en mode bus, par exemple le DAIE fonctionne en mode bus, ou vous avez des chargeurs solaires qui fonctionnent en mode bus, que peu importe, tout ce qui fonctionne en mode bus, en général, c'est sur du RS485, il va falloir définir un peu ce qu'on appelle l'interface Modbus. Donc ici, dans l'exemple suivant, vous voyez que je définis une première interface Modbus qui s'appelle Modbus 9600-1. Donc c'est la première interface Modbus à 9600 baux. Et vous voyez que ça va chercher le package qui est écrit dans votre PVBrain et l'identifiant qui va être utilisé dans le reste du code PVBrain2, ça sera Modbus 9600-1. Et là, ce qui va être très important, c'est que cette définition du Modbus doit être associée à un port série. D'accord? Et du coup, autant prendre un des 8 ports série par défaut utilisés et configurés dans le PVBrain2. Ici, c'est le numéro 3. Je vous rappelle, le numéro 3, il faut regarder tout en haut, il fonctionne à 9600 baux. Donc, il faut que ça soit cohérent avec le label que vous mettez avec la vitesse réelle de transmission en baux que vous associez au travers de l'UART. Voilà, excusez-moi, on va un peu loin. Et donc, ici, vous avez défini un wait time, c'est grosso modo une variable d'attente pour confirmer la réception et la prochaine transmission d'une commande Modbus. Vous pouvez jouer un peu avec ce wait time afin d'accélérer, attention à la stabilité. Là, du même acabit, je viens de faire un deuxième, je vais définir une deuxième ligne Modbus ici, voilà, ici. À l'instar, exactement pareil, c'est-à-dire je viens de faire un copier-coller de la même chose, et la seule différence, c'est que je vais lui mettre un -2, voilà, et pareil ici comme identifiant. Et évidemment, comme c'est une autre ligne physique Modbus, il va falloir que je lui associe un autre UART, ici physique différent, ici c'est le -1, le wait time est commun. Et puis à l'instar, si vous avez suivi mes derniers vlogs, aussi j'ai besoin d'une troisième ligne Modbus, donc je vais intituler Modbus 9600-3.
Voilà. Et également, ça doit être associé à un autre UART. Comme il est sur la carte add-on, et ben c'est pour ça qu'il porte le numéro 8. C'est le 9e port série et qui sont celui-ci est sur la carte add-on. Voilà. Et en commentaire, si vous avez des exemples de définition de d'autres packages Modbus, ici un code à 9600. Je vous rappelle que par exemple, vous avez commenté ou décommenté un bloc de ligne, par exemple cela, vous les sélectionnez en appuyant sur Shift et les flèches du haut et du bas pour les sélectionner. Puis, vous appuyez sur CTRL, en tout cas ça fonctionne sur Windows, CTRL et puis le signe divisé comme ça. Donc, vous pouvez commenter tout un bloc et si vous appuyez sur CTRL divisé, vous pouvez le recommenter. Voilà, donc c'est comme ça, au niveau de la gestion, qu'on a organisé les choses. Donc, c'est libre à vous de vous inspirer. Par exemple, ici, vous avez une ligne Modbus à 38 400 baux, par exemple, une autre à 115 200, peu importe la vitesse de transmission, il va falloir toujours associer un UART ici qui soit différent pour chacune des lignes et évidemment qui correspondent à la bonne vitesse. Alors, on continue. Ici, comme j'ai dit, en tout cas pour mon PVBrain 2, j'ai besoin de la carte add-on pour rajouter 4 nouveaux ports. Et donc, cette commande-là, ce package-là, permet de dire, ajoute dans la compilation la gestion de cette carte add-on pour récupérer 4 nouveaux ports UART. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas cette carte add-on pour rajouter 4 UART, vous la commentez. Donc toujours pareil, vous la sélectionnez, CTRL divisé, et vous la commentez. Voilà, donc moi elle est décommentée parce que je l'utilise. Et puis à partir de là, vous avez les cartes add-on. Donc vous avez par exemple toutes les cartes add-on faites par Dakara, donc sur le fil pilote et sur la téléinformation, la télétransmission. Donc là aussi, si vous en avez besoin, vous commentez ou décommentez ces blocs-là. Donc vous avez compris qu'au travers de ces blocs de quelques lignes, on va pouvoir insérer un appareil ou l'enlever d'une liste assez facilement. Le package qui suit, c'est le device debug. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est pour savoir dans toute la boucle de lecture de tous les capteurs associés à différents appareils, combien de temps ça prend. Donc ça c'est intéressant, c'est absolument pas nécessaire, donc vous pouvez le commenter si vous ne voulez pas, mais ça renvoie des entités qui vous permettent de savoir finalement combien de millisecondes la lecture de tous les capteurs sur tous les appareils prend. Donc voilà, donc moi je le conseille de le mettre, c'est assez intéressant. Alors après vous avez un package qui est co-commenté parce que pour l'instant le LEDC en USB IDF ne fonctionne pas, mais il y a une possibilité, quand ça refonctionnera, dans le code ESP-HOME, de piloter un bandeau LED. Ici, ça sera à commenter ou à décommenter. Pour la suite, on va s'intéresser au bloc des relais, voilà, ou peu importe. En tout cas, vous savez que le PVBrain 2, vous pouvez lui associer jusqu'à 2 SX1509, même plus si avec certains tricks. Et donc, du coup, vous pouvez piloter jusqu'à au moins 32 relais. Alors, ils peuvent être des sorties, donc ce sont des relais, vous pouvez contrôler 32 relais. Et donc, voilà comment sont définis, par exemple, un bloc de 16 premiers relais. Voilà, alors je ne les ai pas tous utilisés. Par exemple, le cas présent dans mon exemple, tout ce que je sais, c'est que dans le code ESP-HOME, tout ce qui commence par PVBrain 2 _ relay 0, c'est associé à ces 16 relais. Et en particulier, vous voyez que le premier canal sur mon premier SX qui en comporte 16, ce premier relais, je vais l'appeler ATS Control. Le deuxième, ça va être AXPER. Et puis après, ici, le quatrième, en fait c'est le cinquième, parce que on a commencé à indicer à 0, je l'appelle Fan Extraction, Fan Expert, Fan Insufflation, Fan Delay. Donc ici, grosso modo, ce sont les relais qui s'occupent de l'AXPER et l'inverseur de source. Voilà. Et puis ici, ce bloc-là de 4 relais, c'est tout ce qui s'occupe de la partie ventilation, donc la partie 12 volts. Et là, on va dire que j'ai un autre bloc où j'en utilise que un parmi les 4 qui va s'occuper de la partie relais de 230 volts. Voilà. Donc ça, j'ai fait comme ça, mais vous choisissez ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous donnez un nom au relais et surtout lequel parmi les 16 relais du SX 1509 vous voulez qu'il soit associé. Donc ça c'est pour le premier SX qui porte l'intitulé SX 1509 Hub 0. Le deuxième, le deuxième hub, ça sera Hub 1.
Voilà, et par exemple, vous pouvez ici reconfigurer si vous avez besoin de plus de 16 relais. Et bien la même chose qu'au-dessus, il suffira de rajouter 1 à la fin, afin de remplacer le 0 par 1. Et là, vous êtes parti pour 16 nouveaux relais. Le SX1509 a l'avantage que il peut être utilisé pas seulement qu'en sortie pour contrôler des relais, mais en entrée. Par exemple, ici, voici un exemple de package qui utilise le SX1509 pour, par exemple, créer des binary sensors. Alors, par exemple, pour moi, ça sera associé au hub 1, le deuxième SX1509, et le premier canal, le 0, je l'appelle Emergency. Voilà, donc ça, c'est mon bouton... mon coup de poing d'arrêt d'urgence qui se trouve à l'extérieur. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous comprendrez. Et également, je peux en définir 4 si j'ai besoin de 4 boutons pressoirs, enfin 3 autres boutons pressoirs, pardon. Je peux les définir comme ça. Il suffira que je change le nom ici, le nom ici, et pour le personnaliser. Voilà, donc là, on a fini avec les SX15, en tout cas pour la partie entrée et sortie. Et dans la suite, ce qui est commenté, c'est ce qu'on appelle des AC dimmers. Donc j'en reparlerai quand les fonctionnalités du PeeVeeBrain 2 intégreront la partie routeur solaire. Mais en tout cas, c'est grosso modo, ces blocs-là permettent de contrôler soit une robodine, c'est assez connu dans le monde, on va dire, du routeur, donc c'est un triac, on va dire. Et donc il faut les configurer avec les pins de zero crossing et puis les pins de contrôle. Donc ici, vous avez deux exemples qui permettent de piloter jusqu'à 2 robodines, voilà, avec leur propre GPIO associé. C'est celle qui est physiquement câblée sur la carte. Ou sinon, autre option, et moi je la conseille mieux même, c'est de piloter un relais statique, que je vous expliquerai plus tard, avec carrément les SX15, encore lui. Pourquoi? Parce que le SX15, il peut faire, chaque pin peut être une entrée, une sortie comme on vient de voir, mais également aussi une sortie PWM. Donc ça, c'est assez intéressant pour contrôler ces genres de relais statiques là que je vais vous montrer un peu plus tard. Voilà. Donc dans la suite, on est tout ce qui est optocoupleur, donc des blocs d'optocoupleurs, ça vous permet de détecter la présence du 230 volts. Ici, j'en définis 2. Donc vous avez leur GPIO associé, donc ça ne vous pas être touché. Par exemple, le premier optocoupleur va permettre la détection, est-ce que oui ou non il y a du 230 qui vient de donner 10, c'est une information importante qui permet par exemple de conditionner certaines automatisations. Le pendant ici dans Opto 2, c'est le package qui permet de définir par exemple la partie solaire associée à notre GPIO, ça aussi il ne faudra pas y toucher. Voilà, et donc du coup, vous avez des entités, des binary sensors, ça s'associe à Opto Grid 230 ou Opto Solar 230 volts. Dans la suite, vous en avez les packages dans le bloc environnemental, donc c'est plutôt des capteurs de température. Et vous avez un exemple ici dans environnemental qui est la définition d'un capteur BME 280 qui mesure la température, la pression ou l'humidité. Donc ça, c'est au sein même de votre carte PeeVeeBrain 2 ou de votre local technique. Ça permet de définir vite fait. Donc si vous n'avez pas un BME 280, un BMP 280, il faudra plutôt décommenter cette ligne-là et commenter celle-ci. Voilà, et puis vous avez d'autres exemples où la suite, je vais définir également de l'utilisation de 2 sondes Dallas. Vous avez jusqu'à 4 ports JST-XH associés au Dallas. Donc là, j'en utilise 2 sur 4. Donc là, c'est comment on utilise une Dallas. Et ce qu'il faudra récupérer, c'est l'adresse du OneWire de votre sonde Dallas ici. Donc celle-ci s'appelle Dallas Cool Air et puis celle-ci s'appelle Dallas Hot Air. Donc j'ai 2 mesures de température à différentes hauteurs dans la strate d'air de mon local technique. Alors, autre package que vous pouvez ou non définir si vous voulez utiliser ou contrôler ce qu'on appelle un inverseur de source. Voilà, donc là vous pouvez potentiellement utiliser ou décommenter ce package pour l'utiliser. Et les options du pilotage de cet inverseur de source, Automatic Transfer Switch, seront définies un peu plus tard dans le code. Allez, maintenant le plus important, parce que si vous avez pris un PeeVeeBrain 2, c'est certainement un minimum pour contrôler un onduleur, et vous avez une liste ci-dessous d'un certain nombre d'onduleurs qui sont déjà pris en charge. La liste est malheureusement non exhaustive, donc si vous voulez, vous en avez un autre, vous savez qu'à un moment donné, un code ISPOM a été écrit, il sera très facile de l'utiliser dans le PeeVeeBrain 2. Notamment, premier exemple, je définis le premier inverteur 1
qui est un expert max ici. Donc je vais chercher toutes les définitions des capteurs, des switches, etc. dans ce fichier-là. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Il faut que je lui associe un port série. Et donc là, c'est pour vous dire, ben là, je vais chercher dans le port 0, qui, rappelez-vous, qui était défini à 2400 baux. L'inverter name, ça, ce sont toutes les entités associées à cet expert max seront précédées par le expert. Donc le nom total de l'entité, ça sera PVBrain2 underscore expert, puisque vous avez mis expert ici, underscore, par exemple, la tension de la batterie, la puissance de production, etc. Donc ce qui permet de créer une arborescence dans les noms des entités qui permet de retrouver vos petits rapidement, puisque par exemple, mon cas présent, j'ai plus de 600 entités dans mon code PVBrain2. Vous définissez les intervalles d'échantillonnage. Voilà, ici toutes les 2 secondes vous voulez récupérer les datas. Alors attention, il ne faut pas mettre trop petit, parce que quand même le PVBrain2, à un moment donné, il y a du monde, et donc ça risque de le surcharger. Et puis de toute façon, l'expert ne vous renverra pas forcément une des datas toutes les 2 secondes. Lui, il est des fois potentiellement plus lent parce qu'il n'a pas encore les mises à jour dans son propre firmware des données. Ici, un deuxième exemple où je définis par exemple un Victron. Voilà, c'est le multi-RS. Donc il suffit, si vous êtes plutôt Victron, vous décommentez cette ligne-là et toujours vous pointez vers le UART qui pointe à la bonne vitesse de transmission. Donc chez Victron en général, ça doit être du 38 400 baux. Voilà, bah, vérifiez si je dis pas de bêtises. Vous voyez, par exemple, dans mon code, j'utilise un expert, mais également en inverteur 3, eh ben, je dis qu'il y a également un DIE qui tourne sur mon PVBrain2. Et là, encore pareil, poum, je sais que toutes les entités se trouvent dans ce fichier de device DIE qui se trouve dans le répertoire inverter, sur le répertoire inverter. Attention, DIE fonctionne en mode bus, donc ce qui veut dire que vous devez pointer vers le mode bus ID, et ça tombe bien, c'est celui que j'ai, le premier des modes bus que j'ai défini tout à l'heure, donc il faudra bien pointer sur l'ID associé qu'on a défini tout à l'heure. Il faudra lui mettre son adresse Modbus. Donc moi, mon DIE, il est configuré sur l'adresse 1. Et pareil, vous avez un throttle, donc ce qui permet d'aller optimiser ou de retarder un peu la boucle de lecture et des échanges d'entrée-sortie dans la communication. Voilà, et puis vous avez que la vitesse de rafraîchissement. Voilà, pour les capteurs, ici, qui est update interval, mais également pour la partie template sensors, qui sont calculés à partir des informations basiques du DIE, et également aussi des informations de texte. On peut moduler les vitesses de rafraîchissement selon les cas. À vous de jouer avec ces nombres de secondes. Et puis dans cette liste, vous en avez plein qui sont pas mal commentés. Vous avez du gros watt, vous avez du SOFAR, voilà. Et cette liste, elle est loin d'être exhaustive, hein. Il y en a 4-5 d'onduleurs, mais on peut en rajouter. Et notamment si vous avez un onduleur réseau, qui est parce que vous voulez utiliser PVBrain2 avec un onduleur réseau, et ben c'est ultra simple. Dès qu'il y a eu à un moment donné un code ISP-HOM qui a existé, on sera capable de l'adapter pour le PVBrain2. Dans les sections qui suivent, ça concerne un peu tout ce qui est monitoring des échanges ou de puissance ou de génération des puissances ou des consommations des puissances. Donc une partie qui s'appelle AC Power Meter, donc ça porte bien son nom. C'est la liste des appareils qui permet de mesurer tous les échanges en courant alternatif. Par exemple, vous avez l'exemple du JSY, donc on sait que celui-ci fonctionne en Modbus. Il a sa propre ligne Modbus qui est Modbus 9602, je vous ai expliqué dans le VLOG, je suis obligé de séparer. Voilà, donc il fonctionne quand même à 9600 sur sa propre ligne. Et ce JSY a la adresse Modbus 1. Voilà, et vous savez que lui, il a 2 canaux. Donc le suffixe, c'est-à-dire ce qui terminera chacune des entités associées à cet appareil, ça se terminera soit par solar, soit par grid pour différencier les 2 canaux. Et puis vous avez les intervalles d'échantillonnage, 3 secondes, ici pareil pour les templates. Vous avez ici un exemple pour le 194, voilà, le 194 qui est très utilisé comme routeur solaire pour les connexions réseau, le réseau. Mais vous en avez d'autres, vous avez le classique PSM V3 qui est ici. Voilà, et puis aussi là il y a la partie DC, je le mette un peu plus tard, et un peu plus loin, pardon. Et puis vous avez ici le SDM,
Alors le SDM, c'est aussi un petit appareil en RIDE-in qui se connecte, qui se plug et qui communique en Modbus. Donc vous voyez ici un Modbus ID qui pointe sur la bonne définition. Et le dernier qui est utilisé, c'est l'INA 2221, voilà. Donc ça, c'est une petite puce qui fonctionne en I2C, donc c'est pour ça que vous voyez apparaître l'adresse I2C de cet appareil. C'est pour consommer, monitorer les consommations d'essai au sein même de votre carte. Donc autant qu'on a défini les power metters en AC, courant alternatif, on peut le faire également sur tout ce qui est partie courant continu, et notamment vous avez un exemple ici d'utilisation du Smart Shunt. Donc moi j'ai un Smart Shunt, donc vous voyez toujours pareil, on inclut le fichier et le Smart Shunt lui il fonctionne en TTL directement, donc il faut lui pointer le bon UART associé à la bonne vitesse de transmission qui définit tout en haut du code, et les intervalles. Alors là ça sert pas à grand chose parce que j'ai pris un vieux code. Donc lui il transmet à fond, donc ça sert pas à grand chose, mais voilà. Deuxième power meter en DC, c'est le JSY231, je vous ai fait un test, et donc vous avez le code, et vous voyez que je l'utilise, donc je vais pouvoir comparer le routeur solaire off-grid fait avec le PV Brain, avec soit en appareil de mesure, soit le Smart Shunt qui est beaucoup plus rapide, enfin il faudra que je diminue, je peux aller jusqu'à 1 seconde, et soit avec le JSY, on verra les résultats dans la régulation. Dans ce qui suit, c'est tout ce qui est partie chargeur solaire MPPT. Donc ici vous avez par exemple du SNRE, donc il fonctionne en mode bus, et là vous le voyez, c'est sur le mode bus-1. Voilà, et puis vous avez les adresses mode bus. Alors là je les ai mis en 3 et 4, mais bon après je pense que je vais les remettre en 1 et 2 parce que maintenant ils sont séparés au niveau des lignes. Peu importe, vous mettez l'adresse mode bus de votre appareil. Là j'en ai deux, vous voyez, donc c'est Solar Charger 1, c'est le premier SNRE, Solar Charger 2, c'est le deuxième, et ils sont différenciés par leur adresse mode bus, le premier à 3, le deuxième soit 4, donc c'est très important que des appareils mode bus aient une adresse différente, sinon ça ne fonctionnera pas. Dans la suite, vous avez par exemple un Smart Solar, donc c'est du Victron, voilà, un exemple de Victron, et ici vous avez un deuxième, ça c'est le S Smart 3, c'est un autre chargeur solaire qui existe. J'aurais pu rajouter l'EPE, voilà, à l'occasion je le rajouterai si vous avez un EPE, ou tout autre chargeur solaire qui communique en InSPIOM, je pourrais le rajouter. Dans la section d'après, on va s'occuper des BMS. Là, il y a beaucoup de monde. Alors, je vais vous donner comment j'ai fait. En tout cas, pour mon cas personnel, j'ai 4 JKBMS ancienne génération. Donc, les voici. Voici un bloc pour un des 4, ici. Donc, c'est le BMS 1. Je vais chercher le code JKBMS dans JKONG. Voilà. Et je lui ai associé un UART dans différents. Alors là, ça sera très important, vous voyez. Vous allez avoir 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, associé aux 4 BMS en JKBMS ancienne génération. Et je le donne un code de préfixe, donc ça sera PVBrain2 underscore JKBMS1 underscore toutes les entités associées à ce BMS1. Et une fois que vous avez compris ce premier bloc, je le duplique et je change ici 2 et je change le port série. Et automatiquement, quand vous allez connecter ici sur l'UART 5 du PVBrain2, le deuxième JKBMS, il va automatiquement communiquer. Bon, vous voyez, je fais ça pour les deux autres, BMS3 et BMS4. Chaque fois, c'est différencié par un port série différent sur le PVBrain2. Et puis, vous avez d'autres exemples. Si vous avez un CPLOS V3, donc lui fonctionne en mode bus, donc il faudra lui associer une adresse mode bus. Alors, c'est un 9600, donc non, c'est en 19200 le CPLOS V3, donc à vous de vérifier si votre carte PVBrain, vous avez bien un port série de libre, et puis évidemment que vous ayez défini le mode bus de 19200 au préalable. Voilà, vous avez les CPLOS première génération également, vous avez LAMP BMS, alors ça c'est les nouvelles versions à partir de 2020, ou sinon les anciens en BMS, voilà, donc vous avez des exemples de configuration. Vous avez aussi pour récupérer les datas des BMS intégrés à sein même d'un pilon tech. Vous avez le pass BMS. Vous avez enfin pour terminer le nouveau JKBMS qui s'appelle JKPBBMS qui lui fonctionne en mode bus à 115 000 baux me semble-t-il. 115 200 baux. Voilà. Donc vous avez vu pas mal de choix déjà de BMS. Ils n'y sont pas tous mais on peut également en rajouter dans la liste sans aucun souci.
Alors, dans ce qui suit, on arrive quand même à la fin du code, c'est tous des template sensors basés déjà sur toutes les entités qu'on remonte par ces différentes connexions. Et par exemple, en template sensor, donc qui va être, grosso modo, c'est créer un nouveau capteur qui va utiliser et combiner des informations de capteurs physiques réels. Donc c'est ça ce qu'on appelle le templating. Par exemple, vous avez un template sensor qui permet de calculer la puissance totale de production solaire qui viennent de plusieurs sources. Par exemple, moi, j'ai les deux premiers MPPT qui viennent de l'Axper, parce que j'ai deux lignes MPPT sur l'Axper, et puis le 3 et 4, ça nous vient du CNRE1 et CNRE2. Donc là, ça permet d'aller additionner la somme totale de 4 sources. Je l'ai écrit pour 3 sources, pour 2 sources, pour 5 sources, pour 6 sources. Si vous avez, pourquoi pas, 6 strings MPPT, vous avez compris le truc, il suffira de changer. Alors là, c'est commenté, mais quand je basculerai officiellement en DIE, vous voyez, je change juste Axper PV1 en DIE PV1 et le tour est joué. Je commenterai ce bloc-là et je décommenterai celui-ci. Un autre template que j'ai écrit vite fait, qui permet de calculer l'erreur relative entre deux entités. Voilà, donc ici, ça permet de comparer, par exemple, l'erreur relative entre le mesure du Smart Shunt avec le JSY. Voilà, ça permet de quantifier un peu les choses, les performances. Et on va terminer sur la partie, alors là, ce package-là est un peu plus compliqué, c'est le contrôle d'un inverseur de source. Donc il y a plein de conditions, les valeurs de tension vers lesquelles on va basculer. Donc là, c'est un contrôle de l'inverseur de source plutôt par des tensions de batterie. Donc dès que la batterie tombe en dessus d'une certaine tension, on retourne en grid totalement afin d'économiser de la batterie. Et quand la batterie sera rechargée à un minimum au-dessus d'une certaine seuil, je rebascule au travers de l'inverseur de source sur la partie solaire. Donc vous avez par exemple notamment les délais qu'il faut attendre pour basculer, par exemple, c'est écrit du grid au solaire ou du solaire to grid. Vous avez des délais qui sont ici, enfin plein d'options. C'est peut-être un package qui sera un peu plus difficile à maîtriser. Et en tout cas, vous pouvez vous inspirer pour créer le vôtre. Par exemple, Bandit en a fait un autre où la bascule se fait plutôt sur la tension minimum de votre batterie. Donc parmi les cellules sur une tension minimum et où sur une capacité également de votre batterie. Allez, un dernier template, ça c'est pour le contrôle des ventilateurs. Par exemple, on est en période d'été, donc je booste les capacités de rafraîchissement de mon onduleur et des chargeurs par le démarrage ou l'arrêt en fonction des heures du coucher du soleil. Et automatiquement, je lui dis, tiens, à un moment donné, quand la condition sera remplie, d'aller démarrer le ventilateur en extraction, celui de l'Axper et celui de l'insufflation, ça c'est quand je vais amener de l'air frais par le puits, peu importe, et je démarre le ventilateur en général ici. Donc ce sont des exemples, là il y en a d'autres, bon ça le mérite, et tous ces templating ici, donc action et automation, se trouve dans le code source. Ici, on va le regarder dans PVBrain 2. Alors, PVBrain 2, l'arborescence, qu'est-ce qu'on trouve? On voit ici dans templating, ici template. C'est là vous allez retrouver pas mal de choses. Donc d'Actara, on a fait pas mal. Donc voilà, et ici, j'ai du sensors ici. Donc il faudrait peut-être un peu regrouper les choses. Donc dedans, vous avez les relatives erreurs, vous avez le total production pour 2 sources, 3 sources, 4 sources, 6 sources, que sais-je encore. Donc l'arborescence du PVBrain, vous la retrouvez. Par exemple, on a parlé de pas mal de packages. En environnemental, vous allez dans environnemental. Si vous avez une Dallas, vous cliquez sur Dallas. Et là, vous trouvez le code ici qui est appelé lors de l'utilisation de package. Vous voyez comment c'est fait, par exemple. Ou par exemple, pour un DIE, je vais vous montrer le DIE. Donc ça, un DIE, c'est un onduleur. Donc il se trouve dans la partie inverter. Voilà. Et puis vous allez chercher dans DIE, par exemple. Et dedans, vous avez, quand vous ouvrez ici, alors vous voyez ici que dans le package, j'utilise lui-même des sous-packages. Et pour l'instant, j'utilise que les entités de base que j'appelle DIE nominal. Si vous voulez des options avancées, par exemple les réglages en fonction des tranches horaires,
il va falloir décommenter pour DAI Advanced et vous avez encore d'autres entités qui vont être intégrées dans votre code. Donc quand on regarde le nominal, voilà, et on voit qu'il y a beaucoup d'entités qui sont intégrées par des commandements de bus. Voilà, il y en a beaucoup, hein, donc c'est assez grand. Et tout ça, ça vous est rajouté automatiquement par les packages. À vous de voir s'il y en a des registres, par exemple dans DAI que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à les rajouter ici dans ce code-là, dans votre local. Voilà, une assez longue vidéo quand même, parce qu'il fallait prendre le temps pour expliquer les choses. Et j'espère qu'elle vous a été utile. Et dernier conseil, quand vous lancez la compilation, très important, quand vous retournez dans votre code ESP-Home, notamment quand vous rajoutez ou non des packages, le conseil que je vous donne, c'est au préalable, avant de cliquer, quand vous cliquez sur les 3 petits points, avant de cliquer sur Install, cliquez d'abord sur Clean Build File. Parce que souvent, quand on rajoute des nouveaux packages, après, si on lance directement la compilation, vous risquez d'avoir des erreurs de lien, de link à la fin. Donc, pour les solutionner, vous faites au préalable un Clean Build File et puis après, vous lancez l'installation. Voilà. Et si vous avez déjà fait de l'OTA, vous cliquez sur Wireless. Si c'est la première fois, vous allez connecter votre SPS3 et faites Plug into this computer. Attention, quand vous commencez à utiliser beaucoup de packages comme mon code met plus de 10 minutes à compiler. Donc vous avez largement le temps de prendre un café. C'est normal parce que d'abord c'est de l'USP IDF, il recompile beaucoup plus de sources pour aller optimiser. Et deuxièmement, si vous avez beaucoup de packages, il y a beaucoup de fichiers à compiler. Donc ça peut prendre 10 bonnes minutes sur un Raspberry 4 sans aucun souci. Voilà, donc gros conseil, Clean Build avant de cliquer sur Install et puis ici Wireless si vous êtes flashé en OTA. Voilà, donc cette vidéo définitivement longue. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt.